Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la démonstration du théorème de Rolle. Alors j'énonce le théorème de Rolle, attention 3 hypothèses, il faut que la fonction f soit continue sur AB, le segment AB, donc A et B fermés à valeur dans R, qu'elle soit dérivable sur l'ouvert A et B, donc attention ici, attention ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas dérivable sur le segment fermé, le segment tout court, c'est-à-dire que il faut absolument qu'elle soit dérivable sur l'ouvert. Si elle est dérivable sur plus que l'ouvert, évidemment, on pourra aussi appliquer notre théorème. Et il faut la troisième hypothèse qui est que f prend deux valeurs identiques aux extrémités de a et de b. Alors, on va avoir finalement un point critique, l'existence d'un point critique. Un point critique, c'est un point en lequel la dérivée s'annule. Alors, je vous propose un exemple. Donc, vous avez une fonction, elle prend bien est définie sur un segment AB, elle est continue, f de A est égal à f de B, on peut le voir ici si je prolonge les pointillés, f de A est égal à f de B, et on a bien un point critique. Alors je vous rappelle qu'un point critique, c'est un point en lequel la dérivée s'annule. Si la dérivée s'annule, c'est qu'on a une tangente horizontale. Donc on a un point critique ici. Notre théorème nous affirme l'existence d'un nombre C. Personne ne nous dit que ce nombre est unique. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des situations où il n'y a pas unicité? On peut voir qu'ici, il y a d'autres valeurs de C possibles. J'ai pris un exemple, il y en a plein. J'ai pris aussi un exemple où la fonction était dérivable sur l'ouvert et pas sur le fermé. Ici, la fonction, alors ça se voit peut-être pas bien, mais elle a une tangente verticale en A. Donc, elle est non dérivable en A. Par contre, on peut remarquer qu'elle est dérivable en B. Donc les contraintes, c'est dérivable sur l'ouvert, continu sur le fermé et à valeur réelle. Attention, le théorème de Rolle n'est pas valable si la fonction va de I dans C, de AB dans C. Donc on va démontrer ce théorème. Pour démontrer ce théorème, on a besoin d'un lemme qui dit que si une fonction admet un maximum ou un minimum à l'intérieur du segment AB, et que cette fonction est dérivable, alors elle admet alors en ce point, la dérivée s'annule. Donc j'ai besoin de ce lemme, de cette propriété pour pouvoir démontrer le théorème de Rolle. Je le démontrerai après, je le réénoncerai proprement, et je le démontrerai à la fin de cette vidéo. Donc pour effectuer la démonstration du théorème de Rolle, nous avons nos hypothèses que j'ai rappelées. On va devoir utiliser un premier théorème, qui est un théorème extrêmement important que vous avez dû voir dans le passé, qui se démontre, moi je vais le démontrer dans les prochains chapitres grâce au théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc tant que vous n'avez pas vu le théorème de Bolzano-Weierstrass, vous ne pourrez pas démontrer le théorème que je vais utiliser. Mais on a une fonction qui est continue sur un segment AB. Je vous rappelle qu'un segment, c'est un intervalle fermé borné. C'est un intervalle donc, qui a les deux bornes qui sont incluses en plus. Et donc, toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Théorème ultra important. Théorème que je ne démontre pas ici, que je démontrerai dans une prochaine vidéo. Et donc, ma fonction, elle est continue sur le segment AB, donc je peux appliquer mon théorème, et donc elle est bornée, elle atteint ses bornes, c'est-à-dire qu'elle va atteindre un maximum et un minimum. Donc je vais noter, donc en conséquence, soit grand M égale max de F sur AB, et petit m égale min de F sur AB. Donc ça veut dire que la fonction admet un maximum et un minimum, et vu qu'il est atteint, ça veut dire donc la borne supérieure est atteinte, donc c'est un maximum, c'est-à-dire il existe petit x petit grand M, pardon, appartenant à AB, tel que f de x indice grand M égale grand M. Si le maximum est atteint, ça veut dire que c'est l'image d'un certain antécédent que j'appelle x indice grand M pour le distinguer de l'abscisse, d'une abscisse, en tout cas, le minimum peut être atteint plusieurs fois, appartenant à AB, tel que f de x petit m est égal à petit m.
Alors, je vais vous le préciser après sur le schéma, mais avant ça, j'ai besoin d'une disjonction de cas. Alors, disjonction de cas, si grand M est supérieur à f de A, qui par définition vaut aussi f de B. Donc, si le maximum est au-delà de f de A, f de B, par exemple ici. Donc ça, c'est mon grand M, premier cas. J'ai grand M, donc le maximum, il est atteint au moins une fois en un x petit grand M aussi. Alors, point très important, c'est ce supérieur strict. Si on a ce supérieur strict, ça nous impose que x grand M soit différent de A et de B. Parce que vu que le maximum est plus grand que la valeur de f de A et de f de B, xm ne peut pas être égal à A, parce que sinon f de xm serait égal à f de A, qui serait égal à grand M. Donc, le fait de dire grand M est strictement plus grand que f de A et f de B, alors vous pourriez dire, ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'on a un si, et on va traiter les autres situations. Donc, si grand M est plus grand que f de A et f de B, alors x grand M appartient à AB ouvert. Parce que xm est différent de A et de B. Maintenant qu'on a ce xm qui appartient à AB ouvert, on a notre lemme qu'on va pouvoir utiliser. On a une fonction qui admet un maximum en un point intérieur à un segment. Donc, en ce maximum, la dérivée s'annule. Xm est intérieur, c'est un point crucial, hein, au segment AB. Donc, f' en xm égale 0. Et donc, j'ai bien trouvé, sous mes hypothèses, pour l'instant, un point critique. Vous pourriez dire, mais ça, c'est seulement si grand M est strictement plus grand que AB. Maintenant, que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Si grand M, il est égal à finalement f de A, f de B. Il ne peut pas être plus petit, hein, vu que c'est maximum, et il est forcément supérieur ou égal à f de A, f de B. C'est-à-dire, on a une fonction qui ferait que ça. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle reste forcément en dessous. Elle peut venir, je vais même prendre un cas un peu moins général, elle peut revenir toucher plusieurs fois la même valeur. Personne ne dit que f de A égale f de B n'est atteint que en A et en B. Et du coup, on voit à nouveau hein, qu'on va pouvoir trouver un point critique, c'est-à-dire un point tel que on a une tangente horizontale. Alors ce point critique, on va pouvoir le trouver cette fois-ci en le minimum, toujours avec le même théorème. Sinon, donc, on a grand M qui est égal à f de A, f de B. Et dans ce sous-cas, on va pouvoir dire si maintenant petit m est strictement plus petit que f de A, f de B. C'est ce qui est le cas sur mon schéma. Je pourrais dire, mais que se passe-t-il si finalement petit m il n'est pas strictement plus petit que f de A, f de B? On va le traiter tout de suite. Avec la théorie qui dit que commencer par le plus simple, c'est le mieux. Si petit m, donc je vous rappelle, on est dans le cas où grand M est déjà égal à f de A, f de B. Si petit m n'est pas égal, n'est pas strictement plus petit que f de A, f de B, c'est que petit m est égal à f de A, f de B. Parce que vu que petit m, c'est le minimum de la fonction, elle vaut au minimum f de A, f de B. Donc, ça veut dire, si m égale grand M, égale f de A, égale f de B. C'est-à-dire qu'on est face à une fonction dont le minimum, c'est f de A, et le maximum, c'est f de A. Donc la fonction, elle vaut f de A tout le temps. C'est-à-dire, f est constante égale à f de A pour tout x, quel que soit x appartenant à AB. Dans ce cas-là, si f est constante, f, on sait qu'elle est dérivable par hypothèse, on a l'hypothèse de la dérivabilité sur AB ouvert, mais dans ce cas-là, c'est que sa dérivée est nulle. Implique f' égale 0. Le égal fonctionnel, c'est la fonction nulle. Dans ce cas-là, n'importe quel nombre, on a notre fonction, c'est la fonction constante, sa dérivée s'annule partout, donc n'importe quel nombre entre A et B sera un point critique. Implique, quel que soit x appartenant à AB ouvert,
f' de x égale 0. Donc là, c'est pas seulement qu'on en trouve plusieurs, c'est que tous les points sont des points critiques. Donc ça, c'est vraiment le cas dégénéré. Il y a beaucoup de profs, d'ailleurs, j'ai commencé comme ça pendant la démonstration quand je l'ai faite en cours cette année. Je commence par dire, si la fonction est constante, c'est un cas qui est trivial. Maintenant, on suppose que la fonction n'est pas constante, c'est-à-dire qu'il y a au moins soit le maximum qui est plus grand que f de a, f de b, strictement, soit le minimum qui est plus petit que f de a, f de b. Et du coup, il nous reste le minimum encore à traiter. Si le minimum est strictement plus petit que f de a, f de b, ben dans ce cas-là, à nouveau, je vais pouvoir appliquer mon théorème. Le petit m est différent de f de a, f de b, donc petit m appartient à AB ouvert. X petit m, pardon, appartient à AB ouvert, c'est-à-dire que le moment en lequel, un moment en tout cas en lequel la fonction atteint son minimum, ne peut pas être égal à f de a. Sinon, petit m, je vous l'ai écrit ici, petit m fait que il existe un xm, peut-être que f de xm égale petit m. Donc si vous remplacez petit m par f de xm, on aurait f de xm plus petit que, si xm valait a, f de a strictement plus petit que f de a, ce qui a priori est faux. Donc xm appartient à AB ouvert, on sait que notre fonction est dérivable sur AB ouvert, xm est un point intérieur de nouveau, donc intérieur à AB, donc est un point critique. C'est-à-dire f' de xm est égal à 0. Donc en fait, on a fait les trois cas possibles. Soit la fonction est constante, soit la fonction elle admet un maximum plus grand que f de a, strictement, soit la fonction admet un minimum plus petit que f de a strictement. Évidemment, il y a des fonctions qui peuvent admettre et un maximum et un minimum plus petit. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir soit cette partie de démonstration, soit cette partie de démonstration. Dans tous les cas, en tout cas, on arrivera à conclure. Donc là, on vient de conclure la démonstration du théorème de Rolle qui prend appui sur deux théorèmes. Le théorème qui dit que toute fonction continue sur un segment, attention, hein, sur 0 plus l'infini, ce n'est pas vrai. Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Et le deuxième lemme, c'est que dès que vous êtes dérivable et donc continue sur un segment et que vous avez un maximum local qui est atteint à l'intérieur de ce segment, alors vous êtes un point critique. Et c'est le théorème qu'on va démontrer tout de suite. Nous allons donc voir maintenant la démonstration du lemme. Je rappelle le lemme, si vous avez une fonction qui va de i dans R, i un intervalle, lui qui n'est pas forcément un segment, juste un intervalle, ça peut être 0 plus l'infini, et si f admet un extrémum local, donc extrémum local, local ça veut dire que c'est un minimum ou un maximum, et que c'est un maximum ou un minimum, en tout cas sur un voisinage. Il existe un voisinage sur lequel, pour un minimum par exemple, tous les éléments vont être plus grands que ce minimum. Et donc, s'il est un point intérieur à i, vous allez voir dans la démonstration à quel moment il est indispensable que le point soit intérieur à i, c'est-à-dire que ce n'est pas une des extrémités, alors ce point est forcément un point critique. Donc c'est que sa dérivée s'annule. Alors, je vais vous montrer tout de suite un contre-exemple. Il est assez fréquent que des élèves imaginent une démonstration à ce théorème qui est complètement fausse, parce qu'ils croient que les fonctions sont plus sympathiques, plus simples que ce qu'elles sont réellement. Là, ce que je vous montre comme exemple, c'est une fonction qui va admettre, vous voyez par exemple ici un minimum local, un maximum local, c'est-à-dire que autour de ce point, la fonction est toujours plus petite que cette valeur. Donc ici, on voit un maximum local, parce que sur un voisinage, si on prend notre axe, on voit que sur toute cette partie-là, et je fais exprès de ne pas prendre la partie au maximum où c'est le cas, mais sur ce voisinage-là, de A, la fonction est toujours plus petite que f de A. Donc, la fonction admet un maximum local. Et on voit, et beaucoup d'élèves pensent que toutes les fonctions sont comme ça, c'est que quand on arrive à un maximum local, et bien juste avant, on est forcément croissant, et juste après, la fonction, elle décroît. Et en réalité, c'est absolument pas vrai. Vous prenez cette fonction en 0, vous voyez qu'elle admet un minimum local qui est 0. J'aurais pu prendre 1, 2, 3, il suffit de bouger la courbe de la fonction vers le haut ou vers le bas. C'est même un minimum absolu, hein, d'après ce qu'on voit de la courbe, mais global dans ce cas-là. Mais ce minimum, il n'y a aucun moment avant 0 où la fonction va faire que décroître.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à partir d'un moment avant 0 jusqu'à 0, la fonction, elle décroîtra. Elle décroissera. Du coup, et après, il n'y a aucun voisinage autour de 0, à droite de 0 en tout cas, qui fera que la fonction ne fait que croître. Donc, ce genre de fonction, ça évite de faire des raisonnements. Je vous donne le raisonnement que des élèves ont déjà tenu. Ils disent, vu que c'est un maximum, juste avant, eh ben, la fonction va être croissante, donc la dérivée va être positive. Juste après, la fonction, elle décroît, donc la dérivée est négative. Donc finalement, la dérivée en a, elle doit être et positive et en négative, donc elle est forcément nulle. Démonstration qui ne tient pas du tout la route, parce que ce genre de fonction existe. Donc, pensez vraiment à élargir votre champ des possibles, c'est-à-dire comprendre qu'il y a certaines fonctions qui sont délicates, qui sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on peut imaginer, et que certaines propriétés qu'on imagine être vraies ne le sont pas. Le meilleur exemple, c'est une fonction qui a tenu en haleine les mathématiciens pendant plusieurs années, de dire est-ce qu'il existe une fonction qui est continue partout et dérivable nulle part? La réponse est oui, il y en a même plein, il y en a même une infinité. On pourrait même se demander si ce n'est pas la norme. En tout cas, sur les fonctions de référence, ce n'est pas le cas. Et on a mis beaucoup de temps avant de construire une telle fonction. Vous pouvez chercher, pour ceux qui s'intéressent, les fonctions de Weierstrass, par exemple. Et donc, nous, on ne peut pas utiliser cette démonstration que je viens de faire parce qu'elle n'est pas vraie dans le cas général. Donc, on va devoir montrer finalement que f' de a égale 0 en repartant de la définition de f' de a qui est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, ou f de x moins f de a, ce qu'on va écrire dans une minute. Alors nous allons démontrer notre lemme dans le cas d'un minimum en local. Donc évidemment, la démonstration s'adapte dans le cas d'un maximum. Je vous laisse le faire en exercice, il n'y a rien de plus compliqué. Je prends donc la notion même. Un minimum local, c'est qu'il existe un voisinage que je vais noter V de A. C'est un voisinage de A qui va faire que pour tous les éléments qui sont sur ce voisinage, f de x est plus grand que f de A. Donc là, je vais compléter ma cour pour bien faire comprendre que ce n'est qu'un minimum local. Vous voyez que ce n'est pas un minimum absolu. Ici, la fonction est plus petite qu'en A. Par contre, il y a bien un voisinage. Je pourrais l'agrandir, un voisinage sur lequel, là j'en ai pris un. Mais ce qui est très important, c'est que vu que petit a est un point intérieur, j'ai bien un voisinage qui va prendre une partie de mon intervalle avant a et après a. C'est-à-dire qu'il va exister des éléments ici et des éléments ici. Donc quand moi je vais vouloir montrer, donc montrons que f' de a égale 0, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale 0. Donc pour cela, je vous rappelle, d'ailleurs c'est pour les élèves de terminale, c'est parfois un peu compliqué à comprendre, il faut d'abord montrer que la limite existe et qu'ensuite elle vaut 0. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que la limite à gauche existe, vaut 0, que la limite à droite existe et vaut 0, et du coup la limite en a existera. Donc on va partir, nous, sur la limite, on va commencer par la limite à droite. Donc on commence par limite quand x tend vers a, en étant plus grand que a. Ceux qui préfèrent mettre un a+, vous mettez a+. Alors je reviens juste sur la définition même de nombre dérivé. Souvent vous voyez dans votre cours limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Les deux définitions sont complètement équivalentes. On utilise généralement celle avec h parce que ça nous permet d'avoir une limite quand h tend vers 0. Du coup on est sur une limite en 0. C'est plus simple que d'avoir une limite en a. Vous pourrez dire oui, mais si a égale 0 c'est pareil, mais si a n'est pas égal à 0 c'est pas pareil. Donc on préfère souvent l'autre définition. Ici, finalement, cette définition-là est plus simple à manipuler. On n'a pas le a plus h. Et le x moins a, il ne nous dérange pas trop. Vous allez voir au contraire qu'il est plutôt agréable à manipuler ici. Et donc, nous, on est sur x tend vers a en étant plus grand que a. Et on peut le faire parce que notre voisinage, il contient le point a. Parce qu'un point a est un point intérieur. Si le point a n'était pas un point intérieur, il y a une des deux situations qu'on ne pourrait pas avoir, et on a besoin des deux situations ensemble pour pouvoir montrer finalement que la dérivée s'annule. Donc, je suis à droite, j'ai un point x, moi, qui va être ici, et donc je vais devoir estimer f de x moins f de a sur x moins a. Alors pour ceux qui comprennent à peu près ce que représente f de x moins f de a sur x moins a, c'est le taux d'accroissement, c'est surtout le coefficient directeur de la corde, c'est-à-dire de la droite qui passe par ces deux points. Donc si je la trace, on voit que son coefficient directeur
quoi qu'il arrive, il va être positif, même si x se rapproche fortement de a. Et vous voyez que j'ai fait un exemple de fonction qui fait des petites dents de scie là, dans tous les sens pour bien faire comprendre qu'il n'y a aucun moment où à droite, la fonction va être que croissante. Mais par contre, on voit que ce coefficient directeur, il va forcément être positif. Alors on va le prouver. Or, f de x moins f de a, f de a sur x moins a. Alors x moins a, vu que x est à droite de a, x moins a est positif. Et comme f de a est un minimum, f de x moins f de a est positif aussi. Et du coup, on est face à un quotient de deux nombres positifs, et donc est une expression qui est positive, quel que soit x supérieur à a. Dans le voisinage, hein. Je reste évidemment dans le voisinage, ce n'est pas vrai sur tout notre intervalle. Et du coup, j'ai donc mon taux d'accroissement qui va être positif. Or, ce que moi je dois considérer, c'est la limite, quand x tend vers a, maintenant de cette expression. J'ai une expression qui est toujours positive, donc par croissance de la limite, ou par positivité de la limite, tout dépend ce que vos profs ont utilisé comme terme, donc par croissance de la limite, j'ai limite quand x tend vers a en étant plus grand que a, de f de x moins f de a, vu que ces coefficients directeurs sont tous positifs, ben leur limite reste positive. Attention, c'est la croissance de la limite, c'est-à-dire qu'une inégalité large reste large, une inégalité stricte devient large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la stricte croissance de la limite, ce n'est pas vrai. Et donc, cette expression-là va forcément être positive. On sait qu'elle existe parce que la fonction est dérivable en les points intérieurs. Maintenant, on va pouvoir se poser la question pour l'autre limite. Je vais le faire là en dessous. Limite maintenant, on s'intéresse à la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a en étant plus petit. Alors je vais mettre a moins, comme ça j'utilise les deux écritures, comme ça vous le voyez. Dans ce cas-là, vraiment, je préfère x plus grand que a, ça permet vraiment de voir justement le signe des expressions. Dans ce cas-là, j'ai f de x, donc soit x appartenant au voisinage, je vais le faire avec un peu plus de rigueur ici, tel que x est plus petit que a. Dans ce cas-là, f de x moins f de a sur x moins a, ben on va se poser la question du signe de chacune des expressions. F de x moins f de a, ça ne change pas, reste positif parce que f de a, c'est toujours un minimum. Vous voyez ce que ça va changer hein, si à un moment donné, on a des maxima. Et x moins a, cette fois-ci, va être négatif. Et donc le quotient va être négatif. Ce qui veut dire que par passage à la limite quand x tend vers a moins, de f de x moins f de a sur x moins a, va être encore plus petit que 0, toujours par croissance de la limite. J'écris croissance de lim, l'application qui a une fonction associe sa limite quand cette limite existe évidemment. Et donc, j'ai la limite en a à gauche qui vaut 0, la limite en a à droite qui vaut 0, pardon, la limite à gauche qui est positive, la limite à droite qui est négative. Avant, j'ai dit une énormité en disant d'abord qu'il fallait qu'on démontre que les limites existent. Il n'y a pas de raison ici de démontrer que les limites existent parce que la fonction est dérivable, donc forcément la limite des taux d'accroissement existe. C'est la définition même de la dérivabilité. Donc on sait que f', donc bilan, je vais l'écrire là en bas, or ça manque un petit peu de structure. Bilan, on sait que f' de a existe, et donc f' de a doit être égal à sa limite à gauche, quand x tend vers a moins, de f de x moins f de a moins f de a sur x moins a, égale aussi sa limite à droite, donc en a moins et en a plus. Sauf que celle en a moins, en a plus, elle est positive, celle en a moins est négative, donc vu que les deux doivent être égales, il n'y a pas d'autre choix que la limite soit égale à 0. Remarquez vraiment, je le répète, le point crucial, c'est que le point est intérieur. Du coup, on peut avoir la limite à gauche et la limite à droite. On va montrer que les deux sont de signes opposés, donc forcément, la seule possibilité pour avoir une valeur à f' de a, c'est que la valeur soit nulle. Si on n'a pas l'hypothèse que f est dérivable,
ben dans ce cas-là, on n'a absolument rien. Vous prenez la fonction valeur absolue, par exemple, qui admet un minimum local, même global en 0. En 0, la fonction n'admet pas du tout un point critique. Hein. Si je vous trace rapidement, alors ça devient vraiment très moche, mais si je vous trace un petit bout de la valeur absolue, vous voyez que dans ce cas-là, on a un minimum. Si la fonction n'est pas dérivable, on ne peut pas du tout prouver qu'on a un point critique. Donc il faut que la fonction soit dérivable sur notre intervalle et qu'on soit sur un point intérieur de cet intervalle. Sinon, on ne peut pas démontrer notre lemme, qui dit que donc tout maximum ou minimum intérieur à une fonction définie sur un intervalle, qui est elle-même dérivable, dans ce cas-là, ce minimum est un point critique, ou ce maximum est un point critique. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.